Bonjour François Asselineau. Que pensez-vous du coup d'État déjoué en Turquie? Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 18 juillet 2016. Le coup d'État en Turquie a été connu aux alentours du 15 juillet en début de soirée. Donc nous manquons de recul. Comme le savent les gens qui me suivent et qui écoutent et qui lisent ce que j'écris, je n'aime pas trop réagir trop vite parce que j'ai de l'expérience et je sais qu'il y a parfois des moments où il vaut mieux attendre un petit peu. Au moment d'ailleurs de l'attentat de Nice, nous avons mis 24 heures pour réagir. Quelques internautes d'ailleurs nous l'ont reproché, bien à tort d'ailleurs, parce que ça a permis d'en connaître un tout petit peu davantage. Ça aurait d'ailleurs, si le président de la République et le Premier ministre s'étaient appliqués cette saine discipline, ça leur aurait évité de dire n'importe quoi dans les premiers moments sur ce qui s'était produit. Alors là, c'est un petit peu la même chose. Il est encore un peu tôt pour se faire une opinion extrêmement tranchée sur cette affaire de coup d'État déjoué en Turquie. Il y a quand même des éléments qui sont assez troublants. Il y a un élément qui est absolument factuel, que j'ai regardé, parce que dès que j'ai entendu qu'il y avait une tentative de coup d'État en Turquie, je me suis porté sur les sites des agences de presse, sur Romandie, et j'ai regardé quelles étaient les dépêches qui sortaient. Et j'ai noté que la toute première dépêche venue des États-Unis indiquait que le président Obama se faisait tenir informé de la situation et espérait que les événements se resteraient paisibles, etc. J'ai trouvé ça quand même très curieux parce que on sait très bien que lorsqu'un événement se produit que les États-Unis d'Amérique désapprouvent, immédiatement ils réagissent avec la dernière énergie en tempêtant, en exigeant qu'on remette telle personne au pouvoir, etc., etc. Donc en réalité, ma première réaction quand j'ai vu cette dépêche, ça a été de dire, tiens, les États-Unis d'Amérique prennent une position attentiste. Or, prendre une position attentiste dans un pays aussi important stratégiquement, l'armée turque est une des principales armées de l'OTAN. Je ne sais pas si elle est avant ou après l'armée britannique. La première armée dans les pays de l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais ensuite, c'est soit l'armée britannique, soit l'armée turque. C'est une armée très importante. C'est une position géopolitique évidemment considérable. Le plateau de l'Anatolie, c'est la surveillance à la fois de la Russie du Sud, de la mer Noire, de la Crimée, mais aussi des républiques du Caucase, mais aussi de l'Iran, mais aussi de la Mésopotamie, mais aussi d'Israël et de la Palestine, mais aussi de la Méditerranée orientale. Donc le plateau anatolien a une position absolument déterminante. Et puis la Turquie, c'est l'appendice du monde turcophone. Derrière les 70 ou 75 millions de Turcs, il y a également le prolongement, si l'on peut dire, géopolitique de la Turquie. Ce sont le monde turcophone, les peuples qui habitent au Turkménistan, en Ouzbékistan, au Kirghizistan, etc. Donc en Asie centrale. Donc déjà le fait que les États-Unis n'aient pas tapé du poing sur la table pour exiger le soutien à Erdogan m'avait frappé. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que on a appris dans les heures qui ont suivi, peut-être 3 heures ou 4 heures après, que la base d'Incirlik, qui est une des grandes bases militaires en Turquie, où il y a des militaires américains, du matériel militaire américain. C'est de cette base notamment que partent les chasseurs F-16 pour aller bombarder les positions, paraît-il, de Daesh ou en Syrie. C'est également sur cette base que se trouvent des armes nucléaires américaines entreposées. Et bien que cette base avait été, si j'ai bien compris, fermée, d'un seul coup, il y avait une espèce de couvre-feu qui avait été installé. Puis on a appris dans le même mouvement que le président Erdogan était en train de verser la vapeur, avait réussi par un réseau social à prendre la parole, à faire passer une vidéo qu'il avait enregistrée sur son téléphone, enfin c'est du James Bond, et que cette vidéo avait réussi à être diffusée chez les Turcs et que des centaines et des milliers de Turcs descendaient dans les rues pour déjouer le coup d'État. Et puis on a vu dans les mêmes moments que d'un seul coup, les États-Unis d'Amérique faisaient des dépêches pour dire qu'ils soutenaient
le régime de Erdogan et qu'ils appelaient au respect de la légalité constitutionnelle et de la démocratie, puisque Erdogan est arrivé au pouvoir de façon démocratique. Alors, ça a donné un sentiment de malaise. Et lâchons le mot, ça m'a donné personnellement le sentiment, pour le moins d'une hésitation à Washington. Et comme je ne pense pas vraiment que les dirigeants de Washington soient des gens qui hésitent, comme j'ai du mal à imaginer que les dirigeants de Washington soient totalement pris au dépourvu par rapport à ce qui se passe en Turquie, quand on pense qu'il y a quand même, la CIA, ça n'est pas fait pour les chiens, c'est quand même un service de renseignement, toute la communauté du renseignement est extrêmement présente évidemment en Turquie, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer que les États-Unis n'aient pas été plus ou moins informés de cette affaire. Alors là où le pressentiment que j'avais semble se confirmer, c'est que Erdogan en personne, le président Erdogan en personne, une fois qu'il a repris les manettes, a accusé, à mots même pas couverts, les États-Unis d'Amérique, a fait savoir que puisque les États-Unis d'Amérique ont plein la bouche du fait que la Turquie est un partenaire au sein de l'OTAN et c'est ça, bien donc Erdogan a dit, si vous êtes un partenaire, vous allez extrader l'imam Fethullah Gülen, qui est un musulman. Alors on apprend au passage, les gens qui connaissent l'affaire savaient bien qu'il y avait ce monsieur qui était réfugié aux États-Unis d'Amérique depuis maintenant de nombreuses années. Mais enfin, le grand public découvre d'un seul coup qu'il y a un imam qui prêche une espèce de fondamentalisme musulman qui se situe aux États-Unis d'Amérique où il est tout à fait protégé. Tout ceci contribue à entretenir une espèce de flou sur on ne sait plus qui fait quoi et qui protège qui et qui protège quoi. Et puis alors, aujourd'hui même, au moment où je parle, ce 18 juillet, on apprenait en soirée que rien moins que le chef des services secrets turcs a annoncé sur la place publique que c'était les services secrets américains qui étaient derrière cette affaire de coup d'État. Alors le fameux imam Fethullah Gülen, là, lui, de son côté, a lancé une contre-attaque en disant qu'à son avis, c'était un false flag, un faux drapeau, agité par Erdogan qui avait tout prévu à l'avance. Et d'ailleurs, on a vu à ce moment-là les dépêches de presse occidentales commencer à dire « mais non, en fait, Erdogan avait déjà toute la liste des gens qu'il allait faire arrêter ». À quoi les autres répondent « mais c'est normal qu'on ait cette liste parce qu'on savait, on avait des services de renseignement en Turquie, on avait listé toutes les personnes qui n'étaient pas fiables et qui faisaient partie de cette espèce de confrérie organisée par Fethullah Gülen et qui était devenue une espèce d'État parallèle en Turquie, d'après ce que disent les plus grands spécialistes de la scène turque. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de toute cette affaire ? La moindre des choses, déjà, c'est que l'affaire n'est pas claire. Premièrement. Deuxièmement, il faut quand même que M. Erdogan ait de sacrées billes pour s'attaquer publiquement aux dirigeants américains. Que ce soit lui qui a organisé le coup d'État, c'est la version alors totalement conspirationniste développée par les Américains, par un certain nombre de médias occidentaux. Ce qui prouve au passage que les médias occidentaux combattent le conspirationnisme ou le complotisme de façon à géométrie variable. Parce que là, la théorie selon laquelle c'est Erdogan qui lui-même aurait organisé son propre coup d'État, c'est typiquement une théorie conspirationniste qu'il faut quand même aller chercher un petit peu loin. Mais il y a quand même une autre possibilité, c'est que ce soit en effet les États-Unis d'Amérique qui aient été derrière. Et pourquoi ils auraient été derrière ? Pour se débarrasser d'un type qui était finalement trop indépendant, et qui avait d'ailleurs des liens avec l'État islamique, puisque de toute façon les États-Unis sont à la fois pour et contre. À la fois ils financent, ils envoient des armes, notamment par l'intermédiaire du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, à l'État islamique, et à la fois ils le combattent. Il est important d'avoir une espèce d'abcès, d'abcès de purulence qui permet en permanence d'entretenir ce que les géopoliticiens appellent des conflits de basse intensité, ce qui permet de ruiner l'existence même d'un État solide, de l'État syrien ou de l'État irakien, ce qui permet aux États-Unis d'Amérique ou aux pays de l'OTAN, de continuer à manipuler un petit peu tout ça, et ce qui permet aussi d'ailleurs, dans le schéma de pensée de ces gens à Washington, de vendre des armes. N'oublions pas que
le Moyen-Orient, par exemple à Gaza, et il y a, à chaque fois qu'il y a une guerre à Gaza, eh bien c'est une espèce de festival, si j'ose dire, c'est au milieu d'horreur et de massacres, un festival pour les producteurs d'armes qui disent voilà, on a utilisé telle nouvelle arme et telle nouvelle arme, et c'est exactement ce qui se passe également au Moyen-Orient. Alors qu'est-ce qui va rester de tout ça? Je n'en sais rien, il est trop tôt pour le dire, mais quand même. Quand même, on n'imagine pas que la situation entre les États-Unis et la Turquie va s'améliorer. On a plutôt le sentiment que la situation va se dégrader entre la Turquie et les États-Unis. D'ailleurs, on avait assisté, voici une quinzaine de jours, à un rapprochement spectaculaire entre la Russie et la Turquie, qui, depuis l'affaire de l'avion russe qui avait été abattu par un militaire, un avion turc, était au plus bas. On a appris d'ailleurs que, paraît-il, le pilote du chasseur qui avait abattu l'avion russe a fait partie justement des putschistes. Résultat donc, il est vraisemblable que la Turquie va prendre ses distances d'avec les États-Unis d'Amérique et va se rapprocher de la Russie. La Turquie est un pays pivot dans l'Asie mineure, c'est le pivot entre l'Europe et l'Eurasie et puis le Moyen-Orient. C'est un membre fondateur de l'OTAN, enfin pas fondateur, excusez-moi, c'est un membre qui a intégré l'OTAN en 1955. Donc ça fait quand même maintenant plus d'un demi-siècle que la Turquie fait partie de l'OTAN. J'ai déjà expliqué maintes fois que les États-Unis d'Amérique voulaient que la Turquie entre dans l'Union européenne pour faire coïncider le périmètre de l'OTAN et de l'Union européenne, mais ça c'était avant. C'était avant les événements que nous vivons. Les événements que nous vivons, il est encore une fois trop tôt pour le dire, mais si on devait les résumer, je dirais que c'est quand même un coup dur pour les États-Unis d'Amérique et un coup dur pour l'OTAN et un coup dur pour l'Union européenne. Parce que si les pays membres de l'OTAN se rendent compte qu'en effet, ce sont les États-Unis d'Amérique qui avaient envisagé de déstabiliser la Turquie, évidemment, ça ne va pas introduire beaucoup dans une grande ambiance, dans une ambiance déjà délétère au sein des pays de l'OTAN. On l'a vu au moment du dernier sommet de l'OTAN à Varsovie, où les États-Unis d'Amérique ont été à la peine pour rassembler leurs ouailles derrière des sourires de façade et pour obtenir les cofinancements attendus. Je précise également que si les États-Unis d'Amérique, s'il se révèle que les États-Unis d'Amérique étaient bien derrière cette tentative de coup d'État, c'était aussi peut-être dans l'objectif de dépecer la Turquie afin de correspondre toujours à ce même et unique projet, le projet du nouveau Moyen-Orient qui avait été développé par l'administration de George W. Bush après les attentats de 2001 à New York, et dont d'ailleurs le général Wesley Clark avait fait état dans une conférence qui avait beaucoup circulé sur Internet et que j'avais reprise dans une des conférences qui s'appelle donc à laquelle je renvoie les auditeurs qui sont intéressés. Les États-Unis d'Amérique sont-ils sur le déclin? Donc, dans cette politique de remodelage du Moyen-Orient, les États-Unis, en fait, caressent le projet de démanteler la Turquie pour créer un Kurdistan qui est, pour donner au peuple kurde qui n'a pas de pays, un pays, c'est-à-dire en gros l'Est de l'Anatolie, l'Est de la Turquie actuelle, la partie ouest de l'Iran, la partie nord-est de la Syrie et la partie nord de l'Irak. Voilà, donc ce démembrement permettrait d'aller d'ailleurs, conforterait la politique constante des États-Unis d'Amérique, dont j'ai déjà longuement parlé à d'autres occasions, qui s'applique d'ailleurs en Europe, qui est la politique de divide and conquer, c'est-à-dire de morceler tous les États, réduire les États qui peuvent s'opposer à l'impérialisme américain à de plus petites entités. Donc il est évident que vous imaginez que s'il y avait un Kurdistan indépendant, avec donc une Turquie plus petite, une Syrie plus petite, un Irak plus petit, un Iran même amputé de sa partie occidentale, avec un Kurdistan enclavé, eh bien évidemment, tout ceci fragmente les États-nations, les fragilise et les rend plus faibles par rapport à l'oncle Sam. En bref, c'est une affaire à suivre et nul doute qu'au cours des prochains entretiens d'actualité, j'aurai l'occasion d'y revenir. Quelles sont les suites du Brexit ? Écoutez, l'actualité internationale, décidément, est extrêmement fournie en ce moment. Alors le Brexit, eh bien,
j'ai eu l'occasion de commenter sur notre site internet. Il y a eu un changement finalement plus rapide que prévu de Premier ministre. Monsieur Cameron a donc quitté le 10 Downing Street tout simplement parce que le phénomène de décantation qui s'est produit au Royaume-Uni a été plus rapide que prévu et Madame Theresa May a été la seule finaliste, alors que normalement, c'est une procédure un petit peu longue. Vous savez qu'au Royaume-Uni, c'est le chef du parti qui a gagné les élections général qui est Premier ministre automatiquement. Et si, pendant le cours de son mandat, il démissionne, eh bien, c'est les députés qui doivent sélectionner 2 finalistes. Et ensuite, ce sont les adhérents du parti en question qui choisissent le Premier ministre. C'est ce qui devait avoir lieu. Ça n'a pas été le cas. Ça a été plus rapide puisque les autres candidats ont jeté l'éponge assez rapidement et Mme Theresa May s'est retrouvée seule finaliste. Alors, je voudrais dire 2-3 choses parce que j'ai vu, notamment sur la page Facebook, qui est un forum, notre page Facebook marche très très bien. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les internautes qui s'y rendent puisque plus de 90% des messages qui sont postés sont de haute tenue, sont souvent bien écrits, parfois humoristiques et amusants, parfois très très intéressants. On a vraiment tout un travail intellectuel sur cette page Facebook qui est de haute tenue. De temps en temps, on a des trolls, on en supporte 1, 2 ou 3, puis de temps en temps, lorsque des gens commencent vraiment à nous salir notre page et à poster des messages qui tombent sous le coup de la loi, et bien entendu, on les évacue, ils sont bannis de la page. J'en reviens quand même à cette page Facebook que je regarde régulièrement parce que j'ai vu qu'un certain nombre d'internautes, y compris d'ailleurs des adhérents du mouvement, s'étaient dit « Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Madame Theresa May avait fait campagne pour le maintien dans l'Union européenne, c'est un scandale qu'elle soit Premier ministre. » Je ne suis pas là pour défendre Madame Theresa May et, de vous à moi, j'aurais préféré aussi que le Premier ministre fût quelqu'un d'absolument convaincu du Brexit plutôt que quelqu'un qui avait fait la fine bouche. Cela étant, je rappelle que Mme Theresa May est quand même une Britannique qui est très eurosceptique. Et si elle s'était déclarée en faveur du maintien, c'était plutôt par fidélité à David Cameron, qui avait fait sa carrière politique et qui l'avait notamment nommé ministre de l'Intérieur de son gouvernement. Donc c'est plutôt par fidélité à David Cameron que pour autre chose. C'était peut-être aussi par un calcul politique assez subtil qui a montré en tout cas son efficacité. Puisque, en tant que ministre de l'Intérieur, elle était quand même la première à savoir qu'il y avait une majorité de députés du Parti conservateur qui étaient en faveur du maintien dans l'Union européenne. Faut pas l'oublier. Alors j'ai expliqué à l'instant quel est le processus de nomination du Premier ministre au Royaume-Uni dans le cas de figure qui nous concerne, et qui est celui d'un Premier ministre qui démissionne en cours de mandat. Je l'ai dit, je le répète, ce sont les députés du parti en question, conservateurs ou travaillistes, qui choisissent les 2 finalistes. À partir de ce moment-là, il était très clair qu'au sein du parti conservateur, où il y avait eu des brillants leaders en faveur du Brexit, comme Boris Johnson, l'ancien maire flamboyant de Londres, mais aussi quelqu'un d'un peu moins connu en France, qui est David Davis. Mais eux, ils avaient été tout à fait des figures de proue en faveur du Brexit, mais ils n'avaient pas derrière eux la majorité des députés du Parti conservateur. Donc ils ne pouvaient pas être élus Premier ministre, tout simplement. Lorsqu'on a vu les médias français dire « Oui, Boris Johnson et puis Nigel Farage, etc. » Ils ont honte d'avoir fait triompher le Brexit. Ce sont des lâches. Ils n'osent pas, comment dirais-je, assumer les responsabilités qu'ils ont prises. C'était totalement faux. Nigel Farage avait toujours dit que lui, son objectif politique, c'était de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne et qu'ensuite, il retournerait dans le privé. Il a mis en œuvre ce qu'il avait dit, ce qui est quand même pas mal par rapport aux mœurs politiques qu'il y a en France, où nous, on voit plutôt des espèces de momies qui reviennent, qui ont un casier judiciaire noir comme du charbon, qui ont essayé de se faire une virginité du côté du Québec, où ils ont été reçus à coups de latte d'ailleurs, et qui reviennent comme ça, telle une Vénus anadyomène sortant des ondes en disant « Voilà, je suis la nouveauté », vous voyez qui je veux dire. Et puis, monsieur Boris Johnson, il ne pouvait pas être élu Premier ministre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il faut avouer
que dans les grands médias français, la connaissance du monde extérieur, c'est quand même une des dernières, c'est vraiment la cinquième roue du carrosse. Hein. En général, les experts dans les grands médias français sont experts de rien du tout, si ce n'est que du cirage de pompe de leur rédacteur en chef. Alors, bref, pour en revenir à ce que je disais, eh bien, Madame Theresa May a donc été choisie Premier ministre. Elle a fait un premier discours devant le 10 Downing Street que j'ai traduit et que j'ai mis en ligne sur la page Facebook et sur le site, parce que j'ai trouvé que ce discours était quand même pas mal. C'était un discours de femme d'État. C'était un discours... Alors, je sais que certains peuvent tiquer en disant « oui, c'est une conservatrice, elle va s'inscrire dans les pas de Margaret Thatcher, etc. etc. » Je n'en sais rien. Enfin, de toute façon, dans le monde d'aujourd'hui où tout est renversé, elle est peut-être conservatrice, mais elle a fait un discours qui était un discours progressiste. Elle a fait un discours où elle a dit que sortir de l'Union européenne, c'était arrêter, en définitive, ça revenait à arrêter de servir une toute petite poignée de privilégiés. Elle a dit que elle, ce qu'elle voulait dans son gouvernement, c'était de donner la priorité à tout instant, eh bien, à la grande classe moyenne britannique, aux gens normaux, si j'ose dire, à l'homme de la rue, et puis également aux classes défavorisées de la société britannique. Elle a insisté sur la nécessité de lutter contre toutes les discriminations. Et puis elle a insisté aussi sur le fait que, sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni allait avoir une approche nouvelle et audacieuse, bold, ça se dit en anglais, une approche nouvelle et audacieuse du monde. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Parce que, vous l'avez peut-être remarqué, depuis maintenant une semaine, c'est silence radio sur ce qui se passe au Royaume-Uni. Voilà. Nos grands médias semblent s'être pris un aller-retour, gifle après gifle, puisqu'ils avaient annoncé que le Brexit allait être battu. Rappelez-vous la déclaration mémorable, une de plus, de Bernard-Henri Lévy pendant les opérations du scrutin. Et puis après ça, quand les Britanniques ont voté pour le Brexit, ça a été une espèce d'hystérie dans les grands médias français. Puis on a expliqué que de toute façon, il allait falloir faire un deuxième référendum. Et de toute façon, les gens regrettaient déjà, les gens se mordaient les doigts déjà d'avoir voté. Bon, tout ceci, c'était une espèce d'excitation très parisiano-parisienne qui ne concernait pas du tout ce qui se passait au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas d'autre référendum et que Brexit signifie Brexit. Et donc que Mme May a pris l'engagement de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, à partir de ce moment-là, d'un seul coup, c'est le silence radio sur les grands médias. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que Mme May a fait ce discours impressionnant. Elle a nommé Boris Johnson ministre des Affaires étrangères, ce qui est quand même... le grand leader du Brexit, ministre des Affaires étrangères, ça prouve qu'il n'était pas parti sur la pointe des pieds en ayant honte de ce qu'il avait fait. Ça veut dire qu'au contraire, il ne pouvait pas devenir Premier ministre puisqu'il n'avait pas la majorité des députés avec lui du Parti conservateur, mais il a quand même l'un des plus beaux portefeuilles du gouvernement. Elle a nommé également David Davis, qui est une des grandes figures du Brexit en Angleterre. Elle l'a nommé ministre chargé de la sortie de l'Union européenne. Et puis, c'est pas tout. Elle a rencontré le ministre néo-zélandais, Premier ministre néo-zélandais qui était de passage en Europe, qui a dit qu'il allait envoyer les meilleurs experts néo-zélandais pour aider le Royaume-Uni à organiser sa sortie de l'Union européenne, mais aussi pour bâtir un projet d'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. Pareil avec l'Australie. Ça, c'est déjà comment dirais-je, quelque chose d'envoyé dans les gencives de tous les partisans du maintien qui disaient que le Royaume-Uni allait être isolé. Il est tellement peu isolé qu'il va au contraire s'ouvrir sur les Dominions à l'autre bout du monde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec lesquels probablement le Royaume-Uni va avoir un accord de libre-échange et ne plus appliquer le tarif extérieur commun qui était appliqué dans le cadre de l'Europe. Alors, sur toutes ces affaires, il faut savoir que Mme May a pris en quelques jours un ascendant assez extraordinaire, dont la presse britannique, d'ailleurs, en est un peu comme deux ronds de flanc, parce que c'est une femme qui a une certaine poigne, une certaine autorité naturelle, et finalement, eh bien, elle a assuré son pouvoir très rapidement. C'est-à-dire que le gouvernement ne tangue absolument pas.
Je me rappelle un article invraisemblable paru dans le journal dit de référence français qui s'appelle le journal Le Monde, qui titrait sur le Royaume-Uni en plein chaos, 2 jours après le Brexit, le référendum. Le chaos, il n'y a aucun chaos. La bourse des valeurs a dépassé le niveau, largement pulvérisé le niveau qu'il y avait avant le Brexit. Je ne dis pas que tout va très bien, mais disons globalement, ça se passe plutôt très bien. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, on n'en parle pas dans les médias français. C'est exactement le cas de figure de ce qui s'était passé en Suède en 2003, je l'ai déjà dit. Ça se poursuit, le parallèle se poursuit, puisqu'en 2003, lorsque les Suédois ont décidé à 57% de conserver la couronne suédoise et de refuser l'euro, eh bien, à ce moment-là, les choses se sont très très bien passées. Évidemment, les médias français n'en ont plus parlé. Avant de conclure sur cette affaire du Brexit, de conclure pour aujourd'hui, un mot quand même sur l'affaire écossaise. L'affaire écossaise, elle est quand même assez préoccupante et elle montre bien, elle illustre à merveille les analyses que j'ai pu développer sur le phénomène des euro-régions. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, il y a à peu près 65 millions d'habitants, dont 55 millions d'habitants vivent en Angleterre, c'est-à-dire la partie sud du pays, et puis à peu près 10 millions d'habitants qui vivent au Pays de Galles, en Irlande du Nord et en Écosse, dont 5 millions d'habitants en Écosse. Donc les Écossais, c'est 5 millions d'habitants sur 65 millions de personnes vivant au Royaume-Uni. Je rappelle qu'en 2014, David Cameron avait organisé un référendum sur l'indépendance de l'Écosse qui s'était soldé par un rejet de l'indépendance avec 54% des Écossais souhaitant rester dans le Royaume-Uni. Ce qui s'est passé, vous le savez sans doute si vous suivez l'actualité, c'est qu'il y a eu 52% des électeurs au sein du Royaume-Uni qui ont voté pour le Brexit, mais si on sépare les différentes nations du Royaume-Uni, l'Écosse a voté à 65% pour le maintien dans l'Union européenne. Prenant appui là-dessus, Madame Nicola c'est un prénom féminin, Madame Nicola Sturgeon, ça veut dire esturgeon, Madame Nicola Sturgeon qui a succédé à son prédécesseur qui s'appelait Monsieur Salmond, ça veut presque dire saumon, mais ça y a un D à la fin, et qui avait quitté la tête du parti indépendantiste écossais après l'échec du référendum. Donc Madame Sturgeon s'est prévalue de ce référendum sur le Brexit pour dire les Écossais, eux, veulent rester dans l'Union européenne, et donc nous ne voulons pas sortir, donc nous allons organiser un nouveau référendum. Alors, ça aurait pu en rester là, sauf que Mme Nicola Sturgeon a été reçue par l'alcoolique de service, j'ai nommé M. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, dont non, mais maintenant, tout le monde sait que c'est un alcoolique. Enfin, il suffit de lire maintenant toute la presse. Il n'est plus question, il n'y a qu'en France où on n'en parle qu'à demi-mot, mais si vous allez lire la presse néerlandaise, la presse allemande, etc., Madame Merkel, qui c'est quand même pas tout à fait le genre de la maison Merkel, Madame Merkel a tapé du poing sur la table, elle en a assez de M. Juncker, que l'on a vu, vous vous rappelez ce sommet où il donnait des gifles à tous les chefs d'État et de gouvernement qui passaient devant lui. Det var en uppspelt Jean-Claude Juncker som hälsade deltagarna i toppmötet i Riga förra veckan välkomna. Först fick EU-kommissionären Cecilia Malmström en liten tillrättavisning. Sen var det dags för statsminister Stefan Löfven att få en örfil. Och på den vägen fortsatte det. Sen skulle slipsarna jämföras. Och Ungerns premiärminister Viktor Orbán kallade Juncker helt enkelt för diktatorn. Si j'avais été le chef d'État, bon, j'y serais pas allé puisque j'aurais fait sortir la France de l'Union européenne, mais si j'avais été chef d'État dans ces conditions, s'il avait commencé à me tapoter sur l'épaule ou à me donner une claque sur la joue, j'en aurais retourné une. J'aurais enfoncé mon poing dans la gueule, pour dire les choses clairement, en lui disant d'aller se dessouler. Bref, M. Juncker, dans sa grande sagesse, a reçu Mme Sturgeon à la Commission européenne, ce qui est quand même un vrai scandale. D'ailleurs, le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, celui-là même qui avait dit en cas de Brexit, ce sera la fin
de la civilisation occidentale. Il est toujours en fonction, le ridicule ne tue pas. M. Donald Tusk, lui, a refusé de recevoir Mme Sturgeon. Et il faut bien voir, là je plaisante un petit peu, mais il faut bien voir ce que ça signifie. Le président de la Commission européenne, qui n'est jamais qu'un fonctionnaire, élu par personne, je ne vous l'apprends pas, qui a l'audace de recevoir la présidente du gouvernement autonome, du gouvernement local de l'Écosse, qui propose, qui réclame son maintien dans l'Union européenne et son indépendance. Madame May a quand même ce dossier sur les bras. Elle s'est rendue à Édimbourg, il y a quelques jours, pour rencontrer Madame Nicola Sturgeon. Pour essayer, et Mme May a dit à cette occasion quelque chose qui n'a pas plu aux partisans du Brexit, et qui est, elle a dit qu'elle ne mettrait en œuvre l'article 50 que dans le cadre du Royaume-Uni. Donc une partie de bras de fer entre ces dames de fer semble s'être nouée pour savoir finalement qui va obtenir quoi. Alors, ça mérite quand même un petit peu qu'on s'y intéresse, parce que j'ai vu que Mme Nicola Sturgeon, l'Écossaise, s'est prévalue du système danois. Vous le savez, j'en parle d'ailleurs dans plusieurs de mes conférences, notamment, je crois, dans la conférence le jour d'après. Ceux qui ont vu toutes mes conférences qui sont disponibles sur notre site se le rappelleront très bien. J'explique que le Groenland, qui est un territoire d'outre-mer du Danemark, est sorti de la Communauté économique européenne en 1985, alors que le Royaume de Danemark, la métropole, est resté dans l'Union européenne. J'ai expliqué d'ailleurs dans un entretien d'actualité au mois d'avril dernier, au mois de mai dernier, qu'en France, d'abord nous avons la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais j'ai expliqué aussi qu'aux Antilles, l'île française de Saint-Barthélemy était sortie de l'Union européenne alors que la France y est toujours. Alors Mme Nicola Sturgeon, donc le président du gouvernement local écossais, elle veut, elle envisage d'avoir ce système-là, c'est-à-dire que l'Écosse resterait dans l'Union européenne quand l'Angleterre et le Pays de Galles et l'Irlande du Nord en sortiraient. Le petit détail, évidemment, c'est que dans le cas français comme dans le cas danois, par exemple, c'est la métropole qui est dans l'Union européenne et donc ce sont des territoires d'outre-mer qui n'y sont pas. Alors que là, c'est tout à fait autre chose, puisque d'abord l'Écosse n'est pas vraiment un territoire d'outre-mer, c'est un pays qui est quand même frontalier au niveau du mur d'Adrien, ça remonte à l'Empire romain de l'Angleterre, mais également c'est la métropole, cette fois-ci, qui sortirait de l'Union européenne. Donc on est face à une espèce de méli-mélo qui n'est pas clair, mais je voudrais conclure sur le fait que Mme May n'est pas dépourvue de biscuits en la matière, puisque il s'est trouvé que l'Espagne a indiqué qu'elle mettrait le haut là très vite, puisque évidemment l'Espagne, le gouvernement de Madrid voit midi à sa porte, et le gouvernement de Madrid ne veut en aucun cas que la Catalogne puisse se séparer de l'Espagne. Donc, je le signale parce que il y a un mouvement indépendantiste très important en Catalogne, qui est un mouvement indépendantiste dans le cadre de l'Union européenne, comme sont tous ces mouvements indépendantistes. Je renvoie à ma conférence sur les eurorégions. J'ai déjà expliqué maintes fois que ces gouvernements indépendantistes, en fait, mettent leurs pieds dans la politique dite des eurorégions et sont soutenus en sous-main de façon explicite ou implicite par Bruxelles, si ce n'est par les États-Unis d'Amérique. J'ai eu l'occasion de l'expliquer dans ma conférence sur les eurorégions, j'insiste. Monsieur John Kerry, l'actuel secrétaire d'État américain, s'est fait prendre en photo. Je l'ai montré dans une de mes conférences avec un T-shirt aux couleurs du drapeau dit breton, le drapeau de Morvan-Marshall, qui était un collabo des nazis. Je rappelle que M. Gilles Simeone, qui fait partie de l'exécutif indépendantisto-autonomiste corse, a été reçu à la Maison-Blanche il y a quelques semaines. Donc, en Espagne, ils savent qu'il y a des forces qui veulent l'indépendance
de la Catalogne dans le cadre de l'Union européenne, c'est-à-dire en fait le démembrement de l'État espagnol. Et donc Madrid soutient Londres là parce qu'ils ont les mêmes intérêts. Madrid a fait savoir qu'il mettrait son veto à l'ouverture de négociations pour l'entrée de l'Écosse dans l'Union européenne. De la même façon que Madrid attend de Londres que si d'aventure la Catalogne proclamait son indépendance, Londres et Madrid mettraient leur veto à la rentrée de la Catalogne devenue indépendante dans l'Union européenne. Encore une fois, affaire à suivre, affaire tout à fait passionnante, puisque même si le cas écossais, entrave les débuts de négociations de sortie de l'Union européenne, il n'en demeure pas moins que le Royaume-Uni a très rapidement pris les marques pour lancer des programmes de libre-échange avec l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, que le nouveau ministre chargé de la sortie de l'Union européenne, M. David Davis, a laissé entendre que la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni serait définitivement actée pour le 31 décembre 2018. Donc ça lui laisse en fait, si je comprends bien, il se laisse à peu près les 6 mois qui viennent pour régler le problème avec l'Écosse et puis probablement pour lancer officiellement l'article 50 dans le cadre du Royaume-Uni au début de l'année 2017. Ça devrait donc s'échelonner jusqu'à la fin de l'année 2018. Nous allons attendre et voir ce qui va se passer. Attendre et voir, ça se dit wait and see en anglais. Un mot sur l'élection américaine ? Un mot sur l'élection américaine. Oui, on a appris il y a donc quelques jours que Bernie Sanders avait rallié Hillary Clinton. Ce n'est pas une immense surprise, puisqu'ils étaient l'un et l'autre dans le camp démocrate et qu'il est de tradition qu'en règle générale, le candidat à la candidature qui échoue face allégeance à celui qui réussit. Néanmoins, Bernie Sanders, qui portait les espoirs d'un certain nombre d'Américains vers un gouvernement plus proche des laissés-pour-compte de la mondialisation, un gouvernement qui aurait rétabli un certain nombre de valeurs, etc. Eh bien, Bernie Sanders s'était violemment opposé à Mme Clinton pendant la campagne pour l'investiture. Donc je rappelle que Mme Hillary Clinton elle ment comme elle respire, c'est une femme extrêmement dangereuse. On a d'ailleurs mis en ligne sur notre site internet une vidéo réalisée aux États-Unis qui montre comment cette femme peut dire tout et n'importe quoi. Elle est d'ailleurs dans la ligne de ce que l'on voit finalement dans la classe politique française, sauf qu'elle prétend à devenir la présidente des États-Unis d'Amérique et donc d'avoir potentiellement une puissance militaire sous ses ordres extrêmement redoutable. Voilà, donc c'est quand même très inquiétant que quelqu'un comme Bernie Sanders, qui semble-t-il était quelqu'un qui avait l'air d'être pondéré, apporte son crédit à cette femme. Je pense que c'eût été préférable qu'il ne le fît point. Alors certains pourront dire oui, mais c'est mieux quand même que Donald Trump. Moi, je n'en sais rien, parce que finalement, les médias français, quand je vois que tous les grands médias français, les mêmes qui avaient appelé qui s'indignaient à l'avance que les Britanniques puissent voter pour le Brexit, qui disent tous la même chose en France, tous les grands médias disent tous la même chose surtout, tous ces grands médias qui font la chasse à Donald Trump et encensent Hillary Clinton, je me méfie. Je l'ai déjà dit d'ailleurs, Donald Trump a de sacrés défauts. C'est un populiste, il surfe sur les événements, il a tenu des propos tout à fait misogynes, assez scandaleux, c'est vrai. Il tient des propos très islamophobes, mais enfin, finalement, il est dépassé par les événements, ce qui se passe en France. Et finalement, il paraîtrait comme modéré par rapport à ce qu'on entend sur la scène politique française. Mais moi, ce que je vois, c'est que Donald Trump, c'est quand même quelqu'un qui est milliardaire. Il a lui-même financé sa propre campagne, il ne dépend de personne, et il a dit des choses qui sont tout à fait intéressantes. Il a dit que s'il était britannique, il aurait voté en faveur du Brexit. Il a dit également que lui, s'il était président des États-Unis, eh bien, il ferait en sorte que les États-Unis ne payent pas pour les autres, il ferait des restrictions budgétaires sur l'OTAN.
Il a dit également d'ailleurs que les États-Unis s'étaient fourvoyés au Moyen-Orient. Et il a dit aussi, ce qui est la vérité, que les États-Unis d'Amérique subventionnaient le terrorisme. Ce sont des propos quand même qui sont à marquer d'une pierre blanche. Et quand je vois qu'en France, on nous dit que Mme Clinton, ça serait formidable, alors que Donald Trump, ça serait l'abomination de la désolation, je suis désolé, mais celui qui dénonce le terrorisme et le soutien américain au terrorisme au Moyen-Orient, c'est Donald Trump. Et celui qui est dans la main des docteurs Folamour de la Maison-Blanche, c'est Mme Clinton. Êtes-vous allé acclamer Macron à la Mutualité? Ah, Macron, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Vous faites bien de poser cette question, ça va mettre un petit peu de bonne humeur et de rigolade dans cet entretien d'actualité qui en a besoin, puisque les sujets d'actualité, malheureusement, sont très, très, très lourds et extrêmement tristes, comme l'affaire de Nice, mais aussi l'affaire du coup d'État qui a eu lieu en Turquie, où je signale qu'il y a quand même près de 300 morts que l'on déplore. Alors, l'affaire Macron. Macron résumait des épisodes antérieurs. Il avait créé un mouvement qui s'appelait En Marche. En Marche a été tout de suite en panne. Il avait lancé une vidéo, j'en ai parlé lors d'entretiens antérieurs, il avait lancé une vidéo qui était un mensonge de A à Z, il montrait des Français, en fait c'était des Américains, enfin bon bref, je vous renvoie à cette vidéo. Dans un deuxième temps, il a lancé les marcheurs de Macron. Alors là, je vous avais expliqué aussi ce que c'était. C'était encore un faux, puisque c'est une agence de communication qui était derrière, qui avait fait ce que les Américains spécialistes de marketing appellent du storytelling. C'est-à-dire on raconte une belle histoire, on raconte une histoire comme ça des marcheurs qui se mettent en marche à travers toute la France. Bon. Moi, j'ai pas vu le moindre marcheur Macron à l'horizon. Je sais pas si vous en avez vu. Nous allons lancer peut-être un avis de recherche. Donc, si vous avez vu un marcheur de Macron, tenez-nous informés. On essaiera de le voir. Il semble qu'il a dû y avoir peut-être une douzaine ou 2 douzaines de marcheurs de Macron qui étaient plus ou moins rémunérés ou pas rémunérés par l'agence de communication à Lille et à Toulouse, et puis voilà, avec quelques caméras. Mais bien entendu, il n'y a pas eu de marcheurs spécialement qui sont allés marcher pour Macron. Donc ça a fait un deuxième flop. Alors là, c'était la troisième, c'est-à-dire que, comme évidemment ce mouvement ne décolle pas, eh bien, il avait été décidé, par je ne sais pas qui d'ailleurs, de louer la Mutualité, la grande salle de la Mutualité à Paris, pour M. Macron, avec la presse qui sert toujours, qui est très très favorable à M. Macron, mais qui quand même ne peut pas raconter n'importe quoi tout le temps, donc à montrer que le mouvement avait du mal à décoller, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc les titres, c'était que M. Macron cherchait un nouveau souffle pour son mouvement et qu'il réunissait donc ses partisans à la grande salle de la Mutualité. Alors, cette grande salle de la Mutualité, on ne sait pas combien il y a eu de monde. Et les estimations, c'est comme la préfecture de police pour les manifestations de la CGT ou de la Manif pour tous. Ça varie considérablement. Selon certains observateurs qui avaient l'air d'être assez fiables, il devait y avoir 500 à 600 personnes. Mais l'entourage de Macron a dit 3000. 3000, on se demande où il les casait quand on connaît la capacité des salles de la Mutualité. Disons qu'il y avait peut-être 800 à 1000 personnes qui étaient là, ce qui n'est pas mal, mais ça n'est pas un tour de force lorsque l'on voit que derrière, il y avait notamment une quarantaine d'élus locaux du Parti socialiste qui avaient donc essayé de battre le banc et l'arrière-banc de ce qui reste au Parti socialiste et qui a envie de trouver une solution de sortie au piège à rats dans lequel ils sont enfermés. Alors, M. Macron nous a fait le coup du parti. C'était une nouvelle étape glorieuse qu'il franchissait. Il a fait quelques soutiens. Ça valait son pesant de cacahuètes. Parmi les soutiens qu'on a vus de M. Macron, il y avait Mme Nicole Bricq. Nicole Bricq, je vous rappelle que c'est cette femme qui était dans le gouvernement Ayrault. Elle était ministre du Commerce extérieur. Elle avait fait très fort en se rendant notamment lors d'un voyage au Qatar, où elle était apparue dans une conception bien à elle du chic à la française qu'elle était censée défendre, puisqu'elle était quand même la ministre du Commerce extérieur. Je vous laisse contempler quand même la photographie.
Mais Madame Nicole Bricq avait fait beaucoup mieux encore, et ça avait été quand même très très drôle, c'est que à l'issue d'un dîner d'État à l'Élysée, donné en l'honneur, je crois que c'était du président de la République populaire de Chine, il me semble, elle avait été saisie par des journalistes en train de dire au Premier ministre pique-pendre des plats qui avaient été servis lors du dîner d'État, en disant quelque chose d'aussi raffiné que, je sais pas, c'était dégueulasse, etc. Alors, pour quelqu'un qui est ministre du Commerce extérieur et qui est censé défendre la gastronomie française, cracher dans la soupe comme elle l'avait fait, c'était quand même assez mauvais genre, d'autant plus quand même que le chef des cuisines à l'Élysée a quand même été élu meilleur ouvrier de France, je crois en 2005, donc c'est quand même pas exactement un McDonald's. Bon, donc tout ça avait fait beaucoup. Elle avait été virée donc comme une malpropre du gouvernement lorsque M. Valls avait succédé à M. Ayrault à Matignon. Bon, voilà. Alors, Madame Nicole Bricq veut se refaire une virginité politique en rejoignant M. Macron, hein, c'est-à-dire une force d'avenir. Parmi les forces d'avenir qui ont soutenu M. Macron, il y a également un autre revenant qui s'appelle Renaud Dutreil. Renaud Dutreil, c'est quelqu'un qui a été ministre des PME sous Chirac, et qui, après l'élection de Nicolas Sarkozy, s'était rendu compte qu'en fait, il n'était pas fait pour ça et que ce qu'il voulait surtout, c'était vivre dans le luxe et aux États-Unis. Il était donc devenu le président de la filiale de LVMH aux États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, on avait peu entendu parler de lui, ce qui était passé, à vrai dire, ça était passé assez inaperçu. Eh bien, voilà que M. Renaud Dutreil, d'un seul coup, refait un grand comeback en politique. Et donc, cet ancien chiracien se rallie à M. Macron. Alors, dans la même veine, il y a eu aussi, paraît-il, d'après certaines rumeurs qui ont filtré dans certaines gazettes, il paraît que cette réunion de M. Macron, qui a duré 2 heures, il y a quand même eu un gros problème. C'est qu'il y a un écrivain que les gens connaissent, qui s'appelle Alexandre Jardin, qui se pique un petit peu de politique depuis qu'il a écrit un ouvrage sur son grand-père ou son arrière-grand-père, je ne sais plus, qui était directeur de cabinet de Pierre Laval sous l'occupation. Donc Alexandre Jardin, fait partie des soutiens à Macron, mais enfin c'est ce qui s'appelle soutenir comme la corde soutient le pendu, puisqu'il a pris la parole et il a fait, paraît-il, un discours qui a duré plus d'une vingtaine de minutes. Plus personne ne pouvait placer un mot. Ça a été la panique à bord. Monsieur Macron a ri jaune, enfin, etc., etc. Voilà. Bref, au total, cette affaire a fait pchit. Elle a fait d'autant plus pchit qu'elle est maintenant complètement évacuée par l'affaire de l'attentat du 14 juillet. Mais elle a quand même suscité une vague de protestations. Venant surtout notamment de la gauche, où en fait il y a eu pratiquement personne pour soutenir cette aventure de Monsieur Macron. On se demande d'ailleurs bien pourquoi le président de la République conserve Monsieur Macron au bord de son gouvernement, si ce n'est que parce qu'il obéit aux instructions de Jacques Attali. Je terminerai quand même en signalant que les médias ont affirmé que le mouvement d'Emmanuel Macron, En Marche, comptait 50 000 adhérents. Alors 50 000 adhérents, c'est beaucoup, et c'est forcément faux. Pourquoi je dis que c'est forcément faux ? Parce que l'UPR, nous avons franchi, et j'en suis très heureux, nous avons franchi il y a quelques jours le cap des 11 500 adhérents. Alors que nous avons franchi le cap des 55 000 j'aime sur la page Facebook. Donc nous avons un rapport d'environ 1 à 5 entre le nombre de nos adhérents et le nombre de j'aime sur la page Facebook, qui est 5 fois plus nombreux. C'est d'ailleurs un très bon rapport. Je pense par exemple à la page Facebook de François Hollande qui n'est pas très loin du 1 million de j'aime. En fait, ce ne sont pas des gens qui j'aiment, c'est les gens qui cliquent j'aime pour pouvoir écrire sur la page.
En fait, si on pouvait écrire en cliquant « je déteste », là, je pense qu'il y aurait peut-être 30 millions de « je déteste » sur la page Facebook de François Hollande et peut-être 50 j'aime, je ne sais pas. En attendant, eh bien, vous voyez bien qu'il ne peut pas y avoir s'il y avait un cinquième, ça voudrait qu'il y ait 200 000 adhérents au Parti socialiste. Je crois qu'ils en sont très très loin. Donc nous avons un très bon rapport, un très bon ratio entre le nombre des adhérents par rapport au nombre de j'aime sur notre page Facebook, 11 500 par rapport à 55 000. Mais ce pauvre monsieur Macron, c'est que lui, il annonce 50 000 adhérents, mais si vous allez sur la page Facebook, vous avez 45 ou 46 000 j'aime. Donc il réaliserait ce tour de force inouï qui nécessiterait une communication à l'Académie des sciences. C'est d'une page Facebook qui a moins de j'aime que le nombre d'adhérents du mouvement. Alors il faudrait en conclure soit que les adhérents de ce mouvement de jeunes sont d'un âge canonique, donc plus de 80 ans, et ne connaissent pas Facebook, soit eh bien, que le chiffre avancé par M. Macron est faux. En fait, tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux, puisque, on ne sait pas, il semble-t-il qu'il avait comptabilisé le nombre de clics sur son site internet. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas d'où sort ce 50 000 j'aime, probablement du cabinet de communication et de désinformation que M. Macron rémunère à grands frais. À propos de rémunération, je terminerai là-dessus. Moi, je me suis renseigné sur le coût de la location de la grande salle de la Mutualité à Paris. Il faut compter pour une après-midi quelque chose, tenez-vous bien, qui est de l'ordre de 40 000 €. Alors, comme paraît-il, il avait loué également un petit étage. Je suppose qu'il devait y avoir peut-être un pince-fesses avec quelques akouskis et quelques petits fours pour faire venir les gens. Je suppose que ça a dû coûter peut-être 60 000 ou 80 000 € pour l'après-midi. Or, M. Macron nous a expliqué que l'adhésion à son parti était gratuite. Donc, là aussi, ça nécessite une autre communication à l'Académie des sciences morales et politiques. Comment finance-t-on une location de la grande salle de la Mutualité à Paris lorsque l'on a des adhérents qui ne payent rien? Nul doute que la Commission nationale des comptes de campagne et de financement des partis politiques, d'ici quelques mois, nous dira le fin mot de cette histoire et nous expliquera d'où viennent les sources de financement de M. Macron. Où en est l'UPR à cette mi-juillet? Eh bien, ça sera la conclusion. L'UPR, je suis désolé pour mes adversaires, mais ça va être agaçant, je reconnais. Mais l'UPR se porte vraiment très très bien. Nous avons actuellement, alors qu'on a dépassé le 15 juillet, nous avons 6, 7, 8, 10 adhésions par jour, avec même quelquefois des pointes. On a eu des pointes à 14, 15 ou 20 adhésions. L'UPR se porte très bien. Nous avons franchi, je l'ai dit à l'instant, les 11 500 adhérents. Nous avons franchi les 55 000 j'aime sur la page Facebook. Nous avons quotidiennement des quantités de personnes qui nous écrivent et qui d'ailleurs proposent leurs services, soit pour rejoindre nos futures équipes de campagne pour l'élection présidentielle et les élections législatives, soit pour nous donner un coup de main dans la recherche des parrainages de maires. Je n'en dirai pas beaucoup plus et je redis ce que j'ai déjà dit lors d'entretiens antérieurs. Notre mouvement est en plein essor. Tous les événements ne cessent que de donner raison aux analyses que je développe depuis plus de 9 ans. D'ailleurs, on le voit bien. On voit bien que Mme Le Pen, M. Philippot, M. Mélenchon, même M. Juppé, etc., essayent progressivement de venir nous piquer telle ou telle bribe de nos analyses, évidemment, pour les détourner et les mettre à leur sauce et en détourner complètement la nature. Mais les Français ont du bon sens et de plus en plus de Français se rendent compte que le seul vrai mouvement politique d'importance qui tient la route, c'est nous. C'est la raison pour laquelle nous nous développons si vite. Je lance encore et encore un double appel. Rejoignez-nous. L'adhésion à l'UPR, c'est 30 € par an. 30 € par an, c'est pas grand-chose, mais pour nous c'est très important. Vous vous rendez compte, si nous avons 1000 adhérents de plus, ça nous fait 30 000 €. Et si parmi ceux-là, il y en a certains qui payent l'adhésion de soutien à 60 €, si on en a la moitié qui paye à 30 € et l'autre moitié à 60 €, ça nous ferait 45 000 €. C'est grâce à l'argent de nos adhérents et de nos donateurs que nous avons pu financer la grande campagne d'affichage que nous lançons en ce moment depuis quelques semaines. Et puis je dirais aussi aux autres,
et à tous ceux qui connaissent dans leur famille un maire ou qui sont peut-être maires eux-mêmes, s'il vous plaît, apportez-moi votre parrainage pour l'élection présidentielle. Nous avons engrangé déjà pas mal de parrainages. Nous sommes sur une tendance qui est favorable. Il faut accélérer cette tendance. Nous avons besoin de vous pour que je puisse être présent à l'élection présidentielle, pour que je puisse mettre les pieds dans le plat lors de cette élection présidentielle. Maintenant, les entretiens d'actualité sont régulièrement suivis par 60 000, 65 000, 70 000 personnes. Il faut espérer que ça va passer rapidement à 80 000, 100 000, 150 000, 200 000. Il faut que vous diffusiez au maximum ces entretiens d'actualité. Il faut aussi que vous m'aidiez à être présent à l'élection présidentielle. Je compte sur vous, manifestez-vous à nous, écrivez-nous sur notre site, sur le formulaire de contact, en nous disant si vous connaissez un maire proche de vous qui pourrait m'apporter son parrainage. Au nom de la France, je vous en remercie à l'avance.